Bien, merci à tous d'être là. Donc on va commencer, c'est le 6e cours. Et aujourd'hui, on va parler d'osmose. Donc c'est les forces anthropiques. Et essentiellement, on va parler plutôt des aspects fondamentaux de l'osmose. Et dans le cours suivant, je vous montrerai... Les 2 derniers cours, finalement, seront plus portés vers l'innovation, comme en lien avec le titre de la chaire, et voir comment on peut essayer d'utiliser un peu tous les concepts qui sont développés autour de ces domaines des fluides de nano-échelle pour pouvoir faire des vraies applications à très grande échelle. Donc ça sera, la semaine prochaine, ça sera sur les filtrations, donc on reparlera d'osmose sous un angle différent, et de Blue Energy, d'énergie osmotique dans le dernier cours. Et donc là, l'osmose, en fait, l'osmose, c'est un très très vieux sujet, puisqu'il date de l'abbé Nollet, 1748, avec des expériences assez amusantes, utilisant une interface entre de l'eau et du vin, et séparée par une paroi de vessie de porc. Et l'observation clé de l'abbé Nollet, alors déjà j'aime bien le titre de l'article, c'est « Recherche sur les causes du bouillonnement des liquides ». Et comme c'est dessiné ici, en fait la vessie, on voit elle est tout en haut, et à l'intérieur ici on a de l'alcool et de l'eau à l'extérieur, et il y avait un gonflement de la vessie. Expériences qui ont été reprises un peu moins d'un siècle plus tard par Dutrochet, un peu dans le même principe avec une membrane de vessie de porc, mais la vraie contribution est celle de Van 't Hoff. Alors, il y a tout un historique assez amusant, parce qu'il est tombé sur le sujet un peu par hasard via un de ses collègues, et donc voilà, qui a essayé de formaliser ça, et qui a abouti à ce qu'on va discuter beaucoup aujourd'hui, c'est la formule de Van 't Hoff pour la pression osmotique, donc je vais revenir vraiment largement dessus, mais qui ressemble ni plus ni moins à la pression du gaz parfait. Et donc vous pourrez se demander, l'osmose c'est un très vieux sujet, très simple finalement, parce qu'on a la pression, c'est le gaz parfait, et en même temps c'est un sujet qui reste parfaitement moderne, et d'une part par les applications, parce que tous les problèmes de dessalement c'est lié à essayer de contrer cette osmose, et aussi par le fait en fait que cette loi des gaz parfaits, elle met sous le tapis en fait beaucoup de fonctionnements et de mécanismes physiques et qu'on a assez peu exploité justement jusque maintenant et qui serait intéressant d'aller exploiter. Alors, qu'est-ce que c'est l'osmose en pratique? C'est alors l'expérience typique de l'osmose, donc ça ressemble à l'expérience de l'abbé Nollet finalement. C'est mettre, voilà, par exemple ici un tube en U typiquement, et au milieu on met une membrane telle que l'eau passe à travers la membrane, mais pas le soluté. Donc typiquement pour le dessalement, on reviendra dessus, c'est le soluté, c'est du sel de NaCl, le sel de cuisine. Et en fait, si vous faites ça, ce que vous voyez, c'est-à-dire là je mets disons T égale à 0, initialement je mets beaucoup de sel, peu de sel, vous allez voir que le flux d'eau il va y avoir un flux d'eau net qui va traverser la membrane, qui va aller vers le côté où il y a plus de sel. Et donc, il y a 2 façons de voir. Soit ce flux vous le laissez passer, à ce moment-là, il va y avoir un équilibre il va y avoir une différence de hauteur, parce que ici, ça va monter, mais en montant, il y a une pression hydrostatique qui va compenser une pression, en fait, qui est la pression osmotique. C'est-à-dire que dans cette expérience-là, la différence de niveau ici, ρGH, elle est donnée par la pression osmotique. Mais une autre façon de voir, c'est que si vous voulez que ces 2 systèmes soient à l'équilibre, vous êtes obligé de mettre un piston ici. C'est-à-dire qu'ici, il y a la pression atmosphérique. Vous devez appuyer avec un piston qui va compenser le fait que l'eau voudrait passer, mais vous l'empêchez de passer. Donc ce réservoir-là est à une pression différente de celle-là. Alors, je vais revenir dessus rapidement, mais le premier point qui est intéressant, c'est que la pression osmotique, c'est gigantesque. Et donc, par exemple, si vous prenez une différence de concentration de 1 molaire, ça, vous pouvez faire ça dans votre cuisine, hein, puisque l'eau de mer, c'est
c'est 30 grammes par litre de NaCl, donc c'est 0,6 molaire de Na+, plus Cl-. Donc c'est vraiment c'est un peu plus à l'éclos de mer. 1 molaire, c'est 50 bars. 50 bars, c'est la pression qu'il y a à 500 mètres de profondeur, ou ce serait la pression générée par un barrage qui aurait 500 mètres de hauteur. Donc vous imaginez la puissance en fait contenue, et ça vous le faites dans votre cuisine d'une certaine façon. Et donc ça c'est un phénomène qui est extrêmement dangereux en fait même pour la nature, puisque vous imaginez, vous mettez un globule rouge dans une solution donc qui contient pas mal de sel à l'intérieur, vous mettez ça dans une solution hypotonique donc qui contient un peu de sel, forcément ça va gonfler parce que ça va passer du côté très salé et donc ça peut faire exploser les globules rouges. Donc c'est un effet extrêmement dangereux et la nature a tout un tas de stratégies, a développé tout un tas de stratégies pour éviter justement ces gonflements, pour se protéger en fait des variations de salinité. Et avec des canaux, par exemple ici c'est un canal dans E. coli, c'est des canaux qui peuvent changer de forme typiquement quand il y a une pression qui s'ajoute, de sorte qu'ils s'ouvrent en fait quand il y a une pression osmotique, et si ça s'ouvre, ça fait passer le sel, et en passant le sel, ça réduit la pression osmotique. Donc c'est aussi, la pression osmotique, c'est aussi une façon de stocker l'énergie finalement. Enfin, les gradients de salinité, parce que tout de suite, la pression étant gigantesque, c'est-à-dire qu'on peut stocker des quantités d'énergie, et ça, j'y reviendrai. Donc, justement, l'énergie, donc j'ai parlé beaucoup d'énergie, de sel, et donc le point clé de l'osmose, c'est de la contrer, et ça, c'est ce qu'on doit faire quand on fait du dessalement. Parce que le dessalement, c'est reverse osmosis, c'est l'osmose inverse. Le principe de l'osmose inverse, il est très simple. C'est-à-dire que vous avez une membrane, et je reviendrai la semaine prochaine sur le type de membrane qu'il faut utiliser, mais c'est une membrane telle que l'eau traverse et le sel ne traverse pas. Et si vous voulez dessaler l'eau de mer, donc essentiellement cette membrane, c'est une passoire, mais si vous voulez vraiment dessaler l'eau de mer, c'est-à-dire que vous voulez faire passer l'eau contre le gradient, vous devez appliquer à ce moment-là une pression qui est supérieure à la pression osmotique. Et comme je vous disais, pour l'eau de mer, c'est typiquement 30 bars. Donc en fait, c'est des pressions gigantesques, et ces usines de dessalement, j'avais montré la leçon inaugurale cette image de l'usine de Ashkelon en Israël, ces usines de dessalement fonctionnent à des pressions absolument gigantesques, c'est-à-dire typiquement 50-70 bars de pression pour pouvoir induire un flux. Et donc ça induit évidemment des contraintes gigantesques sur les matériaux utilisés, notamment pour les membranes. Donc il faut des membranes qui soient capables de résister à ces pressions, et ça c'est un point clé donc, sur lequel je reviendrai. Alors du point de vue énergétique, et je reviendrai sur le premier calcul, en fait, ce que je vais juste rappeler ensuite rapidement la thermo associée à ça. La différence, quel est le coût énergétique? En fait, le coût énergétique, c'est ce qu'on reverra juste après, c'est une entropie de mélange. Et donc, c'est une entropie de mélange, c'est une variation de fraction molaire, où la fraction molaire du sel par rapport, par exemple, XS, c'est sur le nombre d'eau plus le nombre de sel. Et c'est la différence entre l'eau pure et l'eau de mer, on va dire. Et ça, c'est typiquement 1 kWh. Donc ça, c'est 3 kJ par litre. C'est 1 kWh par mètre cube, qui ne sont pas les unités standards, mais voilà, c'est les unités EDF, on va dire. Et c'est un chiffre que vous allez voir repasser pas mal de fois, notamment pour le dernier cours sur l'énergie osmotique. Alors, 1 kWh, c'est en gros, ça c'est la limite thermodynamique. Vous ne pouvez pas payer moins cher que ça pour séparer dans un module d'osmose inverse, pour séparer l'eau de mer du concentré. Et ce module d'osmose inverse là, qui est représenté, c'est dans la figure précédente, c'est un de ces tuyaux-là qui contient toute une membrane en spirale. En fait. Et là, ce que vous voyez par exemple, c'est un domaine qui a énormément évolué au cours des 30 dernières années. Depuis les années 70, avec l'invention des membranes dites LUB, enfin bon,
C'est des membranes composites qui étaient capables de résister à ces pressions gigantesques. Mais le coût énergétique est passé de typiquement une quinzaine de kilowatts par mètre cube à en gros un facteur 2, un facteur 2-3 par rapport à la limite thermodynamique, qui est cette valeur-là. Donc, je reviendrai là-dessus. Inversement, et ça c'est le dernier cours, c'est que si vous avez de l'eau de rivière et de l'eau de mer, vous les faites se rencontrer, vous pouvez récupérer l'énergie correspondante. Et ça conduit. L'énergie, elle est de l'ordre de kilowattheure par mètre cube, c'est ce que j'écrivais là. Mais les flux d'eau sur Terre sont gigantesques. Et donc là, par exemple, si vous prenez l'Amazone, qui est le flux le plus grand, la puissance associée qui est Q delta G, c'est une fraction de térawatts. Donc ça, évidemment, les fractions de térawatts, ça veut dire c'est 1000 réacteurs nucléaires, un térawatt. Donc c'est monstrueux. Donc évidemment, l'idée, je ne suis pas en train de dire qu'on peut récupérer tout ça, mais ça veut dire qu'il y a des quantités d'énergie gigantesques contenues dans ces différences de salinité, et que si on pouvait en récupérer une fraction, même infime, on pourrait utiliser une nouvelle source d'énergie qui n'est pas utilisée pour l'instant. Alors, donc ça, c'est pour fixer l'arrière-plan. Mais là, je vais revenir vraiment ici sur les principes fondamentaux. Et je vais commencer par l'approche standard, c'est que vous pouvez trouver dans n'importe quel livre, mais qui nous apprend quand même pas mal de choses. Et des approches plus mécaniques, et vous verrez ensuite, je déroulerai les approches mécaniques pour en faire quelque chose de plus que ce qu'on connaît. Donc, le principe même de l'osmose, c'est comme... Donc il y a des molécules d'eau de chaque côté, et le principe de l'osmose, c'est que le sel ne peut pas traverser, mais l'eau peut traverser. Donc l'eau, et le potentiel chimique de l'eau est en équilibre des deux côtés. Et le souci, et c'est ça qu'on doit déterminer, c'est que vu que la concentration en sel est différente, on ne peut pas... normalement, le potentiel chimique, et c'est ça qu'on va déterminer, dépend de la concentration en sel. Donc si on fait varier la concentration en sel, on ne peut pas avoir un potentiel chimique égal alors que les concentrations en sel sont différentes. D'où la variation de pression. Alors, je vais faire de façon un peu pédestre. Ça, c'est vraiment un cours de licence 3, on va dire. C'est typiquement ce que je fais aux étudiants en L3. Et donc, ce qui est quand même intéressant sur l'osmose, c'est que si on revient vraiment à la base, c'est qu'on a un système qui est composé de deux types de particules. Et si vous voulez calculer l'énergie libre, vous allez écrire quelque chose du type une énergie libre d'un système avec n particules, c'est une fonction de partition avec un Hamiltonien qui dépend des degrés microscopiques, peu importe. Et le n ici, c'est l'indiscernabilité. Et maintenant, si on a deux types de particules, N1 et N2, ce n'est pas la même chose. Donc on remplace le N par N1 factoriel, N2 factoriel. On ne peut pas avoir l'un et l'autre qui s'échangent, parce qu'ils ne sont pas indiscernables. Donc au final, la fonction de partition, on peut la réécrire N factoriel sur N1 factoriel, N2 factoriel, fois 1 sur N factoriel, et puis une fonction de partition standard. Et donc, ça, c'est une énergie libre, que je noterai 0. Et ça, c'est comme si tout le monde était indiscernable, et on a un terme en plus qui est lié à l'indiscernabilité entre les différents systèmes, entre les différents types de particules. Et donc, de facto, on peut écrire que l'énergie libre, c'est une contribution de mix plus une contribution qui dépend de N, B et de T. Et ce mix, c'est moins kT de cette contribution N1 factoriel, N2 factoriel. Et donc ça, c'est moins kT N log de N plus N1 log de N1 plus N2
log de N2, et je vais mettre plus KT, et donc la contribution de mélange, elle s'écrit sous la forme KT N1 log de N1 sur N1 plus N2 et N2 log de N2 sur N1 plus N2. Et donc là, vous voyez apparaître le terme qui peut s'écrire KT fois N fois X1 log de X1 plus X2 log de X2. Où X2 et X1, c'est les fractions molaires, c'est-à-dire c'est ces quantités-là. OK. Et donc, en fait, alors, au lieu de travailler en NVT dans l'ensemble canonique, c'est toujours mieux de travailler à pression constante. Et donc, il faut plutôt considérer l'enthalpie libre. Donc, ici, et là, cette enthalpie libre va avoir la contribution mixte, donc ça ne change pas. NKBT X1 log de X1 plus X2 log de X2 plus un terme G0 qui est comme si, voilà, c'est l'association des corps purs, comme s'ils étaient en corps purs. Donc ça dépend aussi de N1, N2, T et P. Et G0, c'est le nombre de particules fois le potentiel chimique associé. Et donc la façon pour les espèces que l'on considère. Et donc ici, le G0, on va simplifier l'approche en disant que c'est comme, on ne va pas considérer entre guillemets pas les interférences, mais les interactions entre N1 et N2 dans le système de corps purs. Et donc ça, je vais le noter par exemple si c'est vrai, si NS est plus petit que NW, ça va être NS fois le potentiel chimique de corps pur du sel plus le nombre de molécules d'eau. Voilà, et ça, à chaque fois, ça dépend que de T et de P. Donc, on a l'enthalpie libre, on connaît ce terme-là, qui est simple, et le terme de mélange. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer le potentiel chimique de l'eau. Donc là, finalement, je redémontre les lois de Raoult, enfin les choses assez basiques de thermo. Et alors, donc c'est ça qu'il faut que je calcule. Donc, ici, je vais me placer dans l'hypothèse où j'ai peu de sel, comme ça, ça va me simplifier les expressions. Donc, je vais avoir NS log de NS sur NS plus NW plus NO log de N water sur plus NS. Donc, ça va faire NS. Je vais supposer que NS est petit, donc N, ça c'est grand, donc ça va me faire log de. Alors je vais diviser par. Non, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et ce terme-là, par contre, c'est facile à décrire parce que si je divise par NW, c'est à peu près égal à moins NS sur NW. C'est-à-dire que lui, à la fin, quand je multiplie par NW, il ne dépend que de NS. Et ici, je vais supposer que ça, c'est petit par rapport à NW. Et donc, DG donc, plus N water plus 0 water plus NS plus 0 S. Donc, dès la dérivée par rapport à NW, en fait, il n'y a que ce terme-là qui va rester. Et je vais avoir moins NS sur NW KT, et bien à chaque fois, je dis KT. Et ce terme-là, plus mu 0 water. Donc, ce que j'ai montré, c'est les lois de Raoult. J'aurais pu vous balancer directement.
Et donc, le potentiel chimique de l'eau en présence de sel à température et pression donnée, c'est le potentiel chimique de l'eau à T et P donnés, moins NS sur NW KT. Et donc maintenant, si je reviens à ma situation initiale où j'ai des différences de concentration des deux côtés, je vais supposer par exemple ici j'ai un nombre de molécules NS et ici j'ai 0, pour simplifier. Donc l'équilibre va me dire que le potentiel chimique de l'eau à NS sur NW TP, c'est le potentiel chimique de l'eau de l'autre côté, en corps pur, parce que j'ai NS égale à 0, T et P. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça n'est pas possible parce que le potentiel chimique dépend explicitement de la fraction NS sur NW, donc il manque quelque chose. Donc, la seule façon qu'on peut avoir, c'est de dire, on équilibre, mais pas la même pression. Donc ça, c'est mu0 water de TP plus delta pi moins NS sur NW KT est égal à mu0 de T et P, où là j'ai utilisé la loi de Raoult. Et ici, ça c'est le mu0 de T et P, et je fais un développement autour de la pression fois delta pi moins NS sur NW KT, c'est mu0 water. Donc le mu0 water s'élimine. Et ce qui me reste, c'est, sachant que dmu sur dp, ça c'est en corps pur, avec la loi de Gibbs du M, c'est V sur N water. C'est N dmu égale V dp, c'est Gibbs du M. Et donc on arrive, en injectant ça ici, vous voyez tout de suite à NS sur V fois KBT. Donc la loi de Van 't Hoff. Et ok, donc ça c'est vraiment c'est l'approche standard pour décrire la pression osmotique. Je l'ai refaite ici parce que parfois c'est mal fait, c'est dans les livres. Et ça c'est d'ailleurs un point sur lequel je voulais insister, c'est que en discutant, il y a parfois beaucoup de confusion en fait sur les notions de pression osmotique. Et c'est toujours étonnant parce que c'est des notions extrêmement simples, mais qui visiblement sont parfois mal comprises. Et donc justement, cette approche de thermo, bon, la thermo, c'est un roc sur lequel on s'appuie, mais elle ne dit pas exactement, qu'est-ce que c'est cette force anthropique en fait, c'est d'où elle sort. Et donc ça c'est et notamment dans cette expérience-là, où justement je mets de l'eau avec du sel d'un côté et de l'eau sans sel ou très peu de sel de l'autre, on voit vraiment un flux d'eau traverser. C'est-à-dire que cette force anthropique, elle a une réalité mécanique. Donc la question qu'on peut se poser, c'est d'où sort cette force. Et donc justement, là je reviendrai là-dessus, c'est-à-dire que le flux, c'est une perméabilité hydro de la membrane, et la force motrice, c'est la différence entre la pression et la pression osmotique. C'est-à-dire que, justement, si la pression est égale à la pression osmotique, la pression que j'applique par un piston est égale à la pression osmotique, j'empêche le flux, c'est Q gaz 0, c'est la version d'équilibre. S'il y a un déséquilibre, je crée un flux. Et donc, déjà, par exemple, ici, ce n'est pas du tout évident de passer de l'approche précédente à ça, puisque l'approche précédente, c'est une approche d'équilibre entre les deux côtés. Alors qu'ici, on est hors équilibre. Alors, il se trouve que, une nouvelle fois, donc un toy modèle, un modèle métaphorique, il se trouve que il y a longtemps, pour un cours, je m'étais posé la question, mais est-ce qu'il n'y a pas une façon très simple pour expliquer aux étudiants ce que c'est la pression osmotique? Et j'étais arrivé à ce tout petit modèle-là.
En fait, ce petit modèle, il est basé sur l'idée que ce qui est frappant dans la pression osmotique, c'est que le cœur du processus, c'est la membrane. C'est que la membrane est semi-perméable. Pourtant, la membrane disparaît complètement de la loi de Van 't Hoff sur la pression versus kT delta C. Donc la membrane disparaît complètement. Et donc, si elle disparaît, ben, profitons-en, on met ce qu'on veut comme membrane. Et donc la façon la plus simple de dire, et ce qu'on sait très bien traiter en physique, c'est des barrières d'énergie. Donc je mets une barrière d'énergie, et je dis que ma membrane, mais cette barrière d'énergie, elle ne s'applique que sur le soluté, et pas sur l'eau. C'est-à-dire que l'eau, par exemple, elle subit aucune force de cette barrière, mais le soluté, le sel, lui, subit une certaine force de la membrane. Donc là, je fais un modèle à une dimension, donc il y a une certaine force qui s'exerce de la membrane sur le soluté. Alors j'étais très content de ça. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait, évidemment, c'était déjà présent dans la littérature, et Debye, en 1938, avait déjà proposé ce modèle. Donc il faut toujours être modeste en sciences. Hein, c'est pas... Et ça a été repris d'ailleurs de façon intéressante par Manning, Gerald Manning, celui de la condensation de Manning, en fait. Donc, pour les systèmes à 2D, il y a très longtemps, donc 68. Et d'ailleurs, cet article de Debye, il est amusant parce que donc il explique, c'est en français, c'est publié dans le recueil des travaux chimiques des Pays-Bas. Et il dit, donc, les électrolytes sont totalement dissociés, et ça, c'est ce qu'on a discuté la semaine dernière, les électrolytes forts, et les écarts observés peuvent être attribués à des forces électriques entre les ions eux-mêmes, et les ions et les molécules du solvant. Et il dit quelque chose d'amusant, il dit voilà deux thèses qui peuvent être affirmées aujourd'hui selon notre opinion avec une probabilité touchant à la certitude. Donc je pense que c'est l'expression que j'aimerais bien réutiliser dans un article, parce que voilà. Et donc voilà, donc ça, finalement c'est un modèle assez standard, mais vous allez voir, c'est très simple. Et en fait, on peut tirer énormément de choses de ce modèle-là, et notamment des expériences un peu plus élaborées qui permettent d'aller au-delà de cette loi de Van 't Hoff. Parce que, évidemment, cette loi de Van 't Hoff, elle est très bien, mais on aimerait bien aller dans des situations où elle ne s'applique plus, où on peut aller au-delà. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors, on retrouve la loi de Van 't Hoff de façon extrêmement simple dans ce petit modèle-là. Parce que, admettons que le maximum de la barrière il soit grand devant kT. Et donc, dans ce cas-là, le soluté ne traverse pas, parce que la barrière est trop haute. Et s'il ne traverse pas, le soluté est en équilibre des deux côtés. Donc ça veut dire que, par exemple, si je mets du sel ici, là, à droite, donc c'est R de X, et le soluté est en équilibre avec cette barrière, et donc c'est CR infini, et fois la barrière d'énergie associée. Et ensuite, on peut se poser la question, et c'est là où il y a une légère subtilité, c'est quoi la force appliquée par la membrane sur le fluide? Et le fluide, c'est en fait les ions du soluté plus les molécules d'eau sous-jacentes, même si elles ne sont pas décrites ici comme ça. Donc la force qui s'exerce sur le soluté, par action-réaction, elle agit également sur l'ensemble du fluide. Donc la force qui s'exerce de la membrane sur le fluide, c'est le nombre, une somme sur les ions du nombre d'ions fois la force par ion. Et donc, très simplement, ici, c'est, disons, 0, c'est, disons, le maximum de la membrane, enfin, peu importe. Ça, le nombre d'ions, c'est le profil. Donc ça, c'est... Je mets une surface latérale pour que ça soit homogène, mais ça, fois la force, et la force, c'est la force qui s'exerce sur les molécules du soluté, qui par action-réaction s'exerce sur le fluide, c'est le gradient du potentiel. Et donc, on a la force par unité de surface, et évidemment, c'est ce que je vais appeler une pression, et ce sera la pression osmotique. C'est l'intégrale de 0 à l'infini, dx, CR infini exponentielle moins
bêta U de x fois dx de U. Ça, c'est ni plus ni moins que kbt d sur dx exponentielle moins bêta U de x. Et donc, je peux intégrer immédiatement et j'obtiens que c'est kbt cr infini exponentielle moins bêta U entre 0 et l'infini. En infini, le potentiel, il est nul, donc ça, c'est 1, et en 0, il est tellement grand que exponentielle moins bêta U max, c'est tout petit, c'est 0. Et donc, on obtient bien qu'on a une force par unité de surface qui s'écrit sous la forme kbt fois la concentration, et ici, j'ai supposé qu'il n'y avait que du sel à droite. Et donc, on retrouve là, vous voyez, en quelques lignes, on retrouve en quelques lignes la pression osmotique, mais surtout ce que ça dit, c'est que, en fait, et c'est assez évident qu'on y pense après, c'est que la pression osmotique, c'est ni plus ni moins la force exercée par la membrane pour être semi-perméable. Si la membrane est semi-perméable, à ce moment-là, c'est qu'elle applique une force pour empêcher le sel de rentrer. C'est aussi bête que ça, en fait. Mais on aboutit là à une vision plus mécanique. En fait, cette vision mécanique, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déjà la décliner de façon plus dynamique. C'est-à-dire que là, j'ai supposé que la barrière est infinie. En fait, on peut aller plus loin. Et pourquoi on peut aller plus loin? Parce que c'est toujours intéressant d'aller vers la dynamique, en fait, et le transport, parce que c'est ça qui est important dans les membranes, notamment toutes les applications en osmose inverse, etc. C'est décrit par des relations assez simples. Et ces relations-là, c'est celles qui ont été décrites il y a longtemps par Kedem et Kachalski, et qui décrivent que si on a une membrane en général, eh ben en fait, les relations les plus générales qu'on puisse avoir, c'est que le flux est proportionnel à une différence de pression. Donc là, je suppose que la concentration en sel est faible. Donc là, on a une force motrice qui est la pression osmotique, mais au milieu, on a un petit coefficient sur lequel je vais revenir, qui est un coefficient de réjection, qui dit si la membrane est totalement perméable ou pas, ou imperméable ou pas. Et ça, c'est lié, et ça, vous allez voir ensuite, ça va jouer un rôle assez important, à une équation sur le sel, le flux de soluté. Donc ça, c'est une perméabilité au sel, c'est-à-dire c'est un coefficient de diffusion, hein, grosso modo. Il y a un facteur oméga, S, fois une différence de concentration, et il y a un flux convectif qui est directement lié au flux. Donc ça, c'est les deux équations de Kedem et de Kachalski. Et on a ces deux coefficients, coefficient de réjection, coefficient de oméga ici, et en fait il y a une relation de symétrie entre les deux, qui est qu'oméga c'est 1 moins sigma. Alors comment, là, en fait on peut s'amuser un petit peu avec ce modèle de barrière pour justement essayer de comprendre un peu mieux ces deux relations. Alors, donc justement, revenons à cette idée d'une barrière, sauf que maintenant, la barrière, vous pouvez, on peut passer au-dessus, le sel peut passer au-dessus, c'est-à-dire que ce n'est pas complètement imperméable. Et donc ça, alors, je vais vous faire le modèle, mais en fait, ce qui m'intéresse surtout dans ce petit modèle, ce n'est pas le passage de barrière, c'est un passage de barrière classique à la Kramers, mais c'est plutôt que ce modèle-là permet de mieux comprendre la relation entre les forces et les flux, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Et cette relation-là entre le oméga et le sigma, qui s'écrit de façon très simple, cette sorte de symétrie entre les deux, elle contient en fait énormément de physique. Et c'est vraiment là-dessus c'est à ça que je voudrais aboutir. Donc quand j'ai un passage de barrière ici comme ça, le flux de soluté, c'est la diffusion du soluté, plus, alors je peux mettre une vitesse du fluide si je veux, mais vous allez voir ensuite que je vais m'en extraire tout de suite. Et
Et tout ça fois, donc j'ai un terme diffusif et un terme convectif. Alors en fait, dans la suite, vous allez voir, je vais plutôt enlever ce terme. Donc soit on peut dire, bah, ok, j'ai pas de flux à l'intérieur. En fait, de façon indirecte, ce qui va m'intéresser, c'est l'excès de flux, en fait. C'est plutôt JS moins le flux moins le flux convectif transporté. Et en fait, vous allez voir, ce flux convectif, c'est essentiellement ce terme-là, mais qui est pas si intéressant que ça, en fait. Mais alors, ce qui est surtout intéressant, c'est que, donc là, on a, donc pour la suite, je vais enlever ça. Je vais mettre 0 ou je redéfinis le flux. Ça, c'est une première description. La deuxième description, c'est celle de l'hydrodynamique. C'est-à-dire que maintenant, cette membrane ici, elle a de la porosité que je décris par cette barrière, mais toujours est-il qu'on a un flux d'eau donc, qui est décrit par exemple par la loi de Stokes. Donc ça, moins grade de P. Et évidemment, comme la même façon dont j'ai décrit tout à l'heure que la membrane agissait sur le soluté, ici j'ai un terme qui est donc une dimension pour simplifier, peu importe. Ça, c'est la force extérieure induite par la membrane sur le soluté. Okay, et puis après, il y a la géométrie qui fait que, par exemple, le milieu poreux peut être désordonné, etc. Alors, la première chose que vous pouvez faire avec ça, c'est regarder, par exemple, le profil de concentration. Donc, je vais être rapide sur ces calculs, parce que c'est des calculs type passage de barrière assez classiques. Donc, en fait, on dit que le flux, c'est une constante. Et quand je néglige la convection, ça, je peux le réécrire sous la forme que ça, c'est exponentielle moins bêta u dx de exponentielle bêta u c. Et donc, comme le flux est constant parce qu'on est à une dimension par conservation, on va avoir que exponentielle bêta u c, c'est exponentielle moins bêta u de x'. Et intégrer, pardon, c'est-à-dire que j'intègre ça, c'est J fois ça, et je le fais commencer par exemple, je suppose que ma membrane commence à moins x sur 2, et plus une certaine constante, et donc avec ça, vous pouvez intégrer le profil. Donc en fait, ici, de façon un peu bizarre, je suppose que je mets moins delta C à gauche, et 0 à droite. Une nouvelle fois, c'est pour simplifier, ça n'impacte en rien, mais c'est plus simple. Donc de ça, vous pouvez avoir un profil de concentration qui, en gros, va vous dire que si vous avez une membrane avec, par exemple, ici une certaine concentration et ici 0, bah, vous allez avoir une sorte de minimum ici, c'est-à-dire lié à la barrière. Il va y avoir une chute de concentration, alors peut-être pas complètement 0, ça dépend de la valeur de la barrière. Bon, il y a une formule explicite, peu importe. Et de ça, vous pouvez calculer le flux. Donc, le flux, bah, c'est l'expression au-dessus, hein, c'est-à-dire c'est ce que je viens d'effacer ici. Et à la fin, le flux, c'est moins d sur l'intégrale de exponentielle bêta u de x' fois le delta c entre moins L sur 2 et L sur 2. Et donc ça, c'est moins d delta c sur L fois un coefficient que je vais appeler oméga. Et ce oméga, ici, ce qu'on voit, c'est la valeur moyenne de la barrière. OK ? Mais en fait, bon, ok, donc ça, finalement, un problème assez simple de passage de barrière. Mais ce qui est plus intéressant, c'est l'équation mécanique. Parce que, alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir cette notion de pression osmotique. Et dans l'équation du mouvement, dans l'équation de Stokes, j'ai la force extérieure qui est justement ce terme C moins grade de U. Ça, c'est vraiment, comme tout à l'heure j'ai fait, c'est la force induite par la membrane sur le fluide en général.
Et ça, lorsque je fais l'intégrale sur la membrane, c'est ça que je vais appeler, que je définis comme la pression osmotique, que je notais apparente par rapport à l'expression de Van 't Hoff. Et en fait, donc, il y a ce terme-là, maintenant vous avez l'intégrale sur la membrane, vous avez le profil de densité, si vous voulez, vous injectez ça là-dedans et vous intégrez, et vous allez obtenir, et je vais y revenir dans une seconde, mais de façon très pédestre, vous allez obtenir immédiatement que la pression osmotique, c'est effectivement un coefficient fois KBT delta C, et ce coefficient, c'est le coefficient de réjection, c'est 1 moins 1 sur la moyenne de bêta U. Et donc, c'est bien 1 moins oméga. Et donc, finalement, la pression osmotique, elle apparaît du fait qu'il y a cette symétrie entre la force induite sur le fluide et la force qui drive, qui est moteur de la diffusion-convection dans le système. En fait, on peut faire ça de façon un peu plus directe, c'est-à-dire même sans refaire tous ces calculs, parce que le flux, ici, donc je peux l'écrire moins d grade de C, je vais enlever le terme convectif, et après, je reviens sur cette expression du flux, j'ai ça. Et ça, lorsque j'intègre sur la membrane, JS, je vais intégrer, donc ça fait L JS, ça va faire L, et la différence de concentration entre les deux côtés, peu importe le profil, ça c'est delta C, et ici, j'ai D sur KT, et ça, l'intégrale, c'est justement ce que j'ai défini comme la pression osmotique, c'est la force appliquée. Donc de façon générale, la pression osmotique, c'est ni plus ni moins, et là le fait qu'on ait la relation d'Einstein qui relie la diffusion et la mobilité, et ça elle est cruciale ici, montre qu'on a la pression osmotique, c'est KT fois delta C, plus le flux fois L sur D. Et donc ça c'est vraiment une relation que je réutiliserai. Donc L sur D, c'est juste pour normaliser. Et donc, dans cette relation, on comprend d'ailleurs les deux limites de la membrane parfaitement semi-perméable. Parfaitement semi-perméable, c'est le flux de sel égal à 0. Donc si le flux de sel égale à 0, j'ai que delta C ici. La membrane parfaitement perméable, le flux de sel, c'est la diffusion de Fick. Donc le flux de sel, c'est moins delta C sur L fois le diffusion. Donc ça, ce terme-là, il est égal à 0 aussi. Donc on voit les deux limites qui apparaissent naturellement, où on a une pression osmotique si la membrane est semi-perméable et 0 entre les deux. Et au milieu des deux, en fait, la pression osmotique apparente, c'est la pression osmotique apparente. C'est ce coefficient fois la pression osmotique de type Van 't Hoff, c'est-à-dire KT delta C. Et ce coefficient, il dit est-ce qu'on a le droit de passer ou pas. Et donc c'est 1 sur, dans ces descriptions en termes de membrane. OK. Donc, avec tout ça, en fait, on a retrouvé Kedem et Kachalski sur la base de ce petit modèle. Et je vous ai dit, ce terme ici, en fait, c'est... donc, on a tous les deux autres termes, ici et là. Et ce terme supplémentaire, il vient vraiment de ce flux. Et sauf que ça, ici, c'est la concentration à l'intérieur. Pas de souci. Et la concentration à l'intérieur, c'est la concentration à l'extérieur fois le coefficient de partition, et le flux, c'est
le flux Q, et le coefficient de partition, c'est ni plus ni moins que 1 moins sigma, c'est-à-dire que c'est 1 sur exponentielle bêta U. Pardon, ça c'est 1 moins. Donc voilà, donc ça, ce terme-là, en fait, il est assez évident quand on y regarde, puis je ne vais pas du tout le discuter. OK, donc là, ce que je voulais surtout vous montrer, donc Kadenion-Kachalski, c'est des relations très importantes, notamment pour les personnes qui veulent vraiment modéliser le transport dans les membranes, pour le faire proprement, mais c'est surtout cette relation-là qui m'intéresse et sur laquelle je vais revenir et essayer de l'utiliser au-delà de Van't Hoff. Alors, avant de parler de Van't Hoff, en fait, je vais vous prendre un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple du Rhin, en fait. Donc là, le Rhin, c'est le travail notamment qu'on avait fait pendant la thèse de Sophie Marbach. Et en fait, le Rhin, il est intéressant parce que c'est les phénomènes osmotiques à l'œuvre et de façon assez subtile. Alors le Rhin, en fait, la filtration rénale, elle se fait dans les néphrons. Et ces néphrons, donc il y a plein ici autour du Rhin. Et donc il y a une première étape qui sépare les globules du sel plus l'eau. Mais et après, ce qui passe ici à l'intérieur, dans la canalisation du Rhin spécifiquement, c'est un mélange en gros d'eau, de sel et d'urée. Et voilà, et on veut séparer l'urée. Et donc ça se fait dans un système qui est particulier, qui s'appelle le tube de Henle, qui a été documenté depuis très longtemps en physiologie. Mais ce système-là a une géométrie très particulière. Il a un U, ça s'appelle le tube de Henle, en forme de U, et voire même un serpentin, parce qu'il y a une troisième voie ici, etc. Et comme on va le voir, en fait, de façon... Alors, je vais peut-être de façon... Juste pour donner les chiffres que j'avais déjà donnés à la leçon inaugurale, c'est que le Rhin, c'est assez impressionnant dès que vous regardez les chiffres. Parce que, typiquement, par jour, nos reins filtrent 200 litres de sang, donc c'est-à-dire 200 litres d'eau salée, et réabsorbent 199, typiquement, litres d'eau salée, 1,5 kg de sel, et on ne perd à la fin, finalement, qu'1 litre sous forme d'urée, avec de l'eau. Donc c'est extrêmement efficace en termes de séparation, et surtout que énergétiquement, c'est extrêmement efficace parce que, comme je l'avais dit, ça se fait avec une fraction de l'énergie contenue dans une fraction de banane. Et donc, le point, ce qui est intriguant dans tout ça, donc c'est quand même un sujet qui a été très documenté dans la littérature en physiologie, mais ce qui est d'une part intéressant pour un physicien, c'est que c'est cette forme de U. Et cette forme de U, comme on va le voir, c'est vraiment un échangeur osmotique. Donc des échangeurs thermiques où on fait des contreflux pour optimiser le système, et là c'est exactement ça. C'est extrêmement efficace parce que si vous comparez la dialyse artificielle pour les personnes qui ont des problèmes de rein, l'énergie consommée par le rein, c'est 1/1000 typiquement. Et ce qui est aussi extrêmement surprenant, c'est l'osmose inverse. Tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, quand on veut traiter de l'eau et du sel, on applique des pressions très rapidement, des pressions de 50 bars. Ici, la seule pression qui joue, c'est la pression artérielle. Donc la pression est extrêmement basse. Et heureusement, parce que finalement, c'est que des matériaux organiques, donc c'est des matériaux qui ne peuvent pas résister aux hautes pressions. Alors la machine du rein, elle est celle-là. Donc, en tout cas, dans le tube en fait, dans le tube descendant, il y a des aquaporines, donc j'ai documenté pas mal de fois. Ça, c'est des filtres à eau. Et c'est-à-dire qu'il n'y a que l'eau qui passe, pas le sel. Et c'est complètement passif, c'est-à-dire que voilà, c'est juste un tuyau, quoi, c'est un filtre. Et dans le tube montant, il y a des pompes ioniques actives qui font traverser le sel, NaCl. Et je reviendrai après sur ce qu'on appelle le collecting duct. Et en fait, vous voyez, le principe ici de la filtration, c'est que l'eau, elle arrive ici, le sel, elle continue là, le sel passe ici au milieu, et en passant au milieu, dans l'interstitium, le sel quand il est dans l'interstitium, il est repris par le système sanguin, qui donc il le réintègre. Mais étant donné qu'il y a une concentration en sel supérieure ici, en fait, par osmose directe, ça absorbe l'eau. Donc l'eau traverse passivement
sous l'action du sel ici. Et l'idée, c'est on passe l'eau, on absorbe le sel, et à la fin, on récupère que l'urée, parce qu'on a enlevé le sel et l'eau. Donc ça, c'est ça que Sophie Marbach avait modélisé, c'est-à-dire un modèle ultra simple, donc ce n'est pas du tout un modèle de... si vous allez discuter avec un urologue, il prend ça pour un modèle ultra basique, mais finalement qui donne plein d'enseignements. Donc aquaporine, système actif. Les aquaporines, en fait, là on utilise juste la pression, on revient à une expression un peu plus générale que Van 't Hoff, mais qui utilise juste les activités chimiques. Bon, c'est la pression de Van 't Hoff, mais pas complètement approximée dans la limite que le sel est faible, parce qu'il y a quand même des concentrations en sel qui peuvent vite devenir élevées ici. Et du côté actif, on suppose que l'activité, le flux de sel, obéit à une loi qui s'appelle Michaelis-Menten. C'est des lois basiques phénoménologiques pour les pompes et comment elles fonctionnent. Alors, je ne vais sûrement pas discuter ça, mais typiquement, vous avez ce type d'équation alors ça fait plein d'équations, mais en pratique, ces équations sont assez naturelles. Et elles décrivent juste des bilans de plomberie, en fait. C'est-à-dire, si j'ai de l'eau qui passe de l'un à côté de l'autre, ça me donne un flux. Et ce qui conduit au flux, ici, c'est la pression osmotique dans la partie descendante. Pression par la branche montante, c'est la partie Michaelis-Menten, c'est-à-dire le flux induit par les pompes. Et dans l'interstitiel, on récupère tout. Donc, c'est la contraposée. Et donc, si vous faites de façon brute une petite simulation de ça en fonction du temps, ça c'est pour voir par exemple la mise à l'équilibre. Donc vous voyez que là l'eau elle passe ici, ça c'est les fractions molaires que je trace ici. Donc c'est-à-dire que là ici on enlève de plus en plus d'eau, donc vous voyez c'est pour ça que le sel devient important, parce que donc on va un petit peu au-delà de Van 't Hoff. Là les pompes sont en action, et donc là vous voyez que le sel ici commence à prendre la partie la plus importante, et il est tout réabsorbé ici, il n'y a plus de sel ici. Et il reste quand même de l'eau qui n'a pas été absorbée de ce côté-là. Et voilà, les pompes ont fait leur œuvre. Voilà. Donc ça, c'est typiquement un gradient, une forme comme ça, ce qui peut se passer dans un échangeur, puisque c'est intéressant d'avoir cette géométrie 1D ici, où on a un flux descendant, un flux montant qui permet d'optimiser un petit peu tout ça. Alors, si je trace dans ce modèle ce que j'appelle simple boucle, parce que juste ce U, j'ai la fraction de l'eau, c'est-à-dire au début, il y a essentiellement de l'eau et très peu de sel. Et en gros, ici, on arrive à 10% à peu près. Ici, le sel, en fait, il est tout absorbé dans la phase montante. Et l'urée, elle ne varie pas, parce qu'elle n'est pas du tout absorbée dans ce système. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à partir des équations initiales, vous pouvez assez vite, et je ne vais pas le faire ici, avoir une condition sur la quantité d'eau qui reste à la fin. Et là, donc c'est ça ce que j'appelle le flux d'eau à la fin par rapport au flux d'eau initial. Et cette fraction, en fait, il est toujours supérieur au rapport entre la quantité d'urée au tout début, c'est-à-dire en haut, là, au premier, sur la quantité d'urée plus celle de sel. Donc et ça, cette condition-là, elle vient vraiment du fait que le flux d'eau doit toujours être du côté là vers ce côté-là. C'est-à-dire que si le flux d'eau devient dans l'autre sens, c'est-à-dire que clairement, ça ne peut plus marcher, en fait. Donc c'est une condition sur les activités, en fait. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est une limite inférieure absolue, vous ne pourrez pas descendre plus bas que ça. Et là, les concentrations, vous les connaissez, et typiquement, ça, c'est 10%. Et 10%, si vous perdez 10% d'eau par jour, ça fait 20 litres. Donc ça veut dire qu'en gros, on meurt de soif, en fait. On se déshydrate complètement. Donc ça montre que cette boucle-là ne suffit pas. En fait, le point très simple, c'est de dire que, en fait, ce qu'on appelle le collecting duct, en fait, il contient lui-même des aquaporines. C'est-à-dire que le système perd de l'eau ici, perd du sel ici, mais en fait, il repère de l'eau de l'autre côté. Et en reperdant de l'eau de l'autre côté, donc on a une nouvelle fois, l'interstitium, en fait, il est partout. En fait, l'interstitium, c'est une sorte de gelée où il y aura du sel et de l'eau. Donc cette concentration qui est ici, c'est la même qu'il y a ici. Donc elle réabsorbe une deuxième fois l'eau. Donc en fait, le processus que j'ai fait précédemment, je le mets au carré. Et d'ailleurs, combien d'eau est perdue, cette fraction précédente, c'est deux fois, c'est le process une fois le process une deuxième fois. Et donc c'est au carré. Et donc là, si c'est au carré, là j'ai 1% de perte d'eau. Et 1%, c'est exactement ce qu'on perd. Enfin, c'est entre 1 et 2 litres qu'on perd d'urine par jour. Donc ça, c'est, vous voyez, donc à partir de considérations assez simples sur les processus osmotiques là, dans
dans le Rhin, on arrive à déjà des chiffres qui ne sont pas stupides et qui correspondent à ce qu'on a dans la réalité du Rhin. L'autre point qui est vraiment intéressant, c'est la consommation énergétique. Parce que la consommation énergétique, ici, finalement, la seule source d'énergie, c'est les pompes ioniques. Donc, c'est combien d'ATP vous utilisez pour faire remonter le sel de la boucle montante vers l'intérieur, vers l'interstitium. Donc ça, c'est facile, c'est la concentration en sel. Enfin, vous pouvez, par un bilan, en fait, la vraie puissance perdue, nécessaire, c'est, vous prenez sur la boucle ascendante, le nombre de molécules d'ATP qu'il faut pour faire remonter une molécule de sel d'un côté à l'autre, et vous intégrez le flux correspondant. Donc c'est assez simple. Et ça serait écrit en vitesse du fluide, la concentration en sel fois un nombre de molécules d'ATP. Alors, il y a un facteur multiplicatif parce que pour chaque molécule d'ATP, on monte plusieurs molécules de sel. Il y a un facteur 3 entre les deux. Bon, bref. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez la concentration en sel et vous savez, ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est que la fraction d'eau perdue, c'est justement le rapport entre l'urée et le sel, et si je suppose que l'urée est faible par rapport au sel, ça, je peux la réécrire sous la forme que la puissance nécessaire, c'est la concentration en urée fois l'énergie de l'ATP divisée par cette fraction d'eau perdue. Donc si je me dis, je me fixe une fraction d'eau perdue, je sais quelle est la puissance dont je vais avoir besoin. Donc ça, par exemple, la puissance, donc là, on a mis ça en microwatts, peu importe, en fonction de combien d'eau on perd, voilà, c'est inversement proportionnel à état. Alors, vous pouvez faire une sorte d'équivalent de l'osmose inverse, je passe dessus rapidement. En gros, l'idée c'est qu'au lieu d'avoir une énergie d'ATP, là si c'est un processus entropique, donc vous remplacez EATP par KT. En gros, l'énergie, donc KT ou RT en nombre de moles. Voilà, donc comme c'est un petit peu en dessous, c'est la même dépendance fonctionnelle, mais un petit peu en dessous parce que RT est un peu inférieur à EATP. Et ce qui est plus intéressant, c'est le serpentin complet. Parce que le serpentin complet, en fait, on fait la même estimation que tout à l'heure, c'est-à-dire la puissance, c'est la concentration en sel fois la vitesse fois EATP. Et la concentration en sel, on dit que état minimum, c'est maintenant SI sur U. Mais maintenant, c'est au carré. Pardon, attendez, j'ai un doute là sur... U sur SI, pardon, je dis n'importe quoi. C'est U sur SI. Et donc, le SI, c'est la concentration en urée sur racine de état. Et en fait, ce qu'on voit ici sur cette courbe, c'est que la puissance associée, quand on met les deux serpentins, évidemment, on utilise une molécule de sel sert à faire passer beaucoup plus de molécules d'eau, donc ça coûte moins cher. Et donc en fait, la puissance est bien inférieure, nécessaire pour faire marcher ce système, est bien inférieure en fait aux deux autres, notamment l'osmose inverse, pour laquelle il faudrait des puissances considérables, mais là, impossible. Mais voilà, donc c'est intéressant parce que je voulais vous montrer cet exemple-là parce que c'est vraiment un système qui utilise de façon ultra optimale tous les processus osmotiques, qui est très efficace en termes de séparation, parce que vous voyez qu'à la fin vous perdez entre guillemets que 1%, moins d'1% d'eau. Assez bizarre finalement quand vous y réfléchissez, parce que pour enlever de l'urée, c'est-à-dire moins d'un litre d'urée, vous faites passer 200 litres d'eau à travers une membrane. Donc c'est vraiment, normalement, c'est exactement l'inverse qu'on voudrait faire, c'est-à-dire faire plutôt passer les quelques molécules d'urée et garder l'eau de l'autre côté. Et là, c'est exactement l'inverse. Et en fait, c'est très sélectif, en fait, ce système-là. C'est à basse pression et c'est possible. Enfin, on avait essayé à un moment donné de mimer ça dans un système microfluidique. C'est clairement un système sur lequel il faudrait revenir parce que, en termes d'application, ça serait extrêmement intéressant, notamment pour tous les pré-traitements, notamment en dessalement. Quand vous avez de l'eau salée qui arrive, il faut enlever déjà tous les organismes vivants qui traînent dans l'eau de mer, etc. Et dans toute cette phase de pré-traitement coûte cher. Et
ce mécanisme d'échangeur osmotique serait extrêmement efficace dans ce cas-là. Évidemment, on peut rêver de dialyse. Bon, et ça, ça serait vraiment extrêmement intéressant de... Mais pour ça, il faut faire des pompes ioniques, et comme je vous ai déjà dit, les pompes ioniques, c'est compliqué à faire. Alors juste une remarque amusante, c'est que nous, on perd l'urée. En fait, il y a des poissons... pour les poissons, c'est un problème l'osmose, parce que la concentration de sel à l'intérieur de leur corps n'est pas forcément égale à la concentration de l'eau à l'extérieur. Donc il faut compenser de façon osmotique. Les écailles, ça sert en partie à ça, à séparer, à faire une barrière entre les deux. Mais il y a des poissons sans écailles, notamment le requin et les raies. Et en fait, ces animaux utilisent l'urée comme pour compenser l'osmose, en fait, de l'extérieur. Et donc il y a toute une littérature là-dessus, hein, je ne vais pas discuter là. Et donc il y a vraiment un circuit interne d'urée. Et d'où le fait que ces poissons peuvent avoir un goût bizarre si vous les cuisinez mal, parce qu'il y a de l'urée qui traîne. Voilà. D'autres échangeurs osmotiques dans la nature, il y en a d'autres. Il y a par exemple dans les arbres. Et donc il y avait un très beau papier il y a quelques années par Thomas Bohr, Christophe Lanet et Emmanuel Rio, où en fait sur le fonctionnement l'échange de sucre se fait par une montée-descente dans le phloème versus le xylème, avec des échanges osmotiques au milieu. Bon. Ok, donc la question, ce que je voudrais juste finir de discuter là dans les dernières demi-heures, c'est tout ça, finalement, ce que j'ai redémontré là, c'est pour aller au-delà de Van 't Hoff. C'est-à-dire, Van 't Hoff, c'est tout ce que j'ai discuté. Et donc, vous voyez, je vous ai montré cette application pour le rein. En gros, Van 't Hoff, ça suffit pour décrire tout ce qu'on a discuté là. Mais ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est d'aller au-delà de ça. Alors ça, il y a plusieurs directions qui nous ont pas mal intéressés depuis un certain nombre d'années. Et alors, déjà, il y a des résultats bizarres dans la littérature. Et par exemple, ça c'est un vieux papier, vous voyez, les années 65, où ce coefficient sigma ici est égal à sigma, ce coefficient de réjection, il y avait des expériences qui montraient que ça, c'était négatif. Et ça, honnêtement, que ça soit négatif, c'est un tout petit peu bizarre, parce qu'aller contre l'osmose, ça veut dire qu'on a l'impression de loin qu'on viole le second principe, parce qu'on peut faire, par exemple, la filtration osmotique contre le gradient, donc contre l'entropie. Donc évidemment, c'est pas vrai, mais en tout cas, si on regarde ça, c'est ce qui se passe. Et en fait, la raison de ça, c'est un mécanisme qui s'appelle la diffusio-osmose, et que je vais vous décrire rapidement, parce qu'on va le réutiliser dans les cours qui suivent. La diffusio-osmose, c'est en gros une osmose sans membrane, c'est plutôt une osmose sur les surfaces. C'est-à-dire que là, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui se passe non pas quand j'ai une membrane qui sépare une zone où il y a beaucoup de sel et une zone où il y a peu de sel, mais plutôt ce qui se passe quand j'ai une surface horizontale. Alors pour ça, il faut revenir déjà à ce qui est beaucoup plus connu, c'est l'électroosmose. Donc je noterai EO ici. L'électroosmose, en fait, c'est pas les gradients de sel, la force motrice, c'est les champs électriques. Et donc, quand on a une surface qui est chargée, par exemple SiO2, du verre dans l'eau, donc il y a ce qu'on a déjà discuté plusieurs fois, une couche de Debye près de la surface. Et dans cette couche de Debye, on a une zone de contre-ion qui vient compenser la charge de surface. Et donc, quand on applique un champ électrique, en fait, cette zone de surface, elle va subir une force QE. Il y a une force nette. Ici, plus loin, on a autant d'ions négatifs que positifs, c'est-à-dire que la force volumique, ici, elle est 0. Donc, il y a vraiment une force non nulle seulement dans la couche de Debye. Et donc, une façon de dire donc si on a une force, ça va entraîner le fluide, exactement comme j'ai décrit tout à l'heure pour l'osmose avec une membrane. Donc j'ai une force qui s'applique sur les ions, mais cette force sur les ions s'applique aussi sur le fluide.
Et je peux faire un bilan de quantité de mouvement, c'est-à-dire que la contrainte visqueuse, qui est état fois, par exemple, je suppose que le fluide va à une certaine vitesse, VEO, état fois le gradient de vitesse. Le gradient de vitesse se fait sur la longueur de Debye. Ça va être la force motrice. La force motrice, c'est la charge de surface fois le champ électrique que j'applique. Et maintenant, ce champ électrique que j'applique, cette charge de surface, elle s'écrit par la loi de Gauss comme le potentiel de surface, V surf, et donc c'est le champ électrique de surface est donné par la charge de surface, donc le champ électrique, ça fait le potentiel de surface et le potentiel électrique divisé par lambda d. Et donc quand vous mettez ça, vous avez que la vitesse électroosmotique, c'est epsilon V surf sur état fois le champ E. Et donc ça, alors il y a un moins, parce que si vous mettez les bons signes, ça c'est ce qu'on appelle la formule de Smoluchowski aussi, c'est une autre formule obtenue par Smoluchowski, qui dit, voilà, c'est qu'en présence d'un champ électrique, dans un système, avec des parois chargées, ça va induire un flux d'eau dans le système sous l'action du champ électrique. D'ailleurs, au passage, tout ça, c'est extrêmement amplifié par le glissement, parce que, en gros, ici, si vous avez du glissement à la surface, en gros, le gradient de vitesse, ce n'est pas sur lambda d, mais lambda d plus la longueur de glissement. Et donc ça, il y a un facteur d'amplification en B sur lambda d qui réapparaît ici. Donc ça, c'est des effets qui ont été mesurés. Enfin, je ne vais pas rediscuter ici comme ça. Mais donc ça c'est l'électroosmose. Mouvement sous la présence d'un champ électrique. Mais évidemment, en thermo, la force motrice, c'est le gradient du potentiel chimique. Et le potentiel chimique, en fait, c'est le potentiel électrochimique qui est important. C'est le potentiel chimique plus, suivant le potentiel électrostatique. Et donc, ici, c'est la densité ρ plus moins. Donc, la force motrice, du point de vue de la thermo, c'est comme dans la relation de Gibbs-Duhem, c'est le gradient, c'est le nombre de particules, donc ça c'est une somme sur les espèces, de la densité, le nombre de particules, fois le gradient de potentiel chimique associé. Donc en fait, ce que j'ai décrit de l'électroosmose, c'est le gradient. Ici, j'ai mis un gradient de ça. Mais en fait, vous voyez que la même expression dit que si j'ai un gradient de potentiel chimique, je dois aussi avoir une force, donc un mouvement. Donc ça, c'est ça la diffusio-osmose, en fait. Donc la diffusio-osmose, c'est un gradient de surface La diffusio-osmose, c'est un gradient de sel, donc je vais mettre sel, comme ça, à l'infini, et ça induit une vitesse du sel. Alors, on peut le faire de façon assez propre, mais je peux le faire rapidement. Donc, en gros, l'idée, c'est pour le fluide, une nouvelle fois, on va retrouver la même question qu'on avait précédemment. Alors là, au lieu de mettre du sel, je vais supposer un soluté neutre, parce que c'est plus simple, mais la génération des ions plus et moins se fait directement. Donc on a la vitesse du... Ça, c'est l'équation de Stokes. Et ce qu'on induit ici, c'est un gradient de concentration. Mais localement, ici, suivant... Donc on a les deux directions x et z. Suivant z, la vitesse est nulle. Et ce qu'on peut toujours faire, c'est supposer qu'il y a un équilibre du sel suivant z, qui est la concentration du sel à l'infini, fois, et je suppose que pour écrire ça, il faudrait écrire l'équation Smoluchowski, les diffusions-convection associées.
et on a un équilibre perpendiculaire. Donc en fait, on va retrouver exactement les mêmes ingrédients que j'avais tout à l'heure sur la membrane perpendiculaire, alors qu'ici c'est horizontal. Donc quand on injecte ça là-dedans, on a que dz de P, c'est cs dz de U. Et donc ça va faire kBt cs c infini de x dz de exponentielle moins bêta U. Et donc ça nous dit que la pression du fluide, donc qui dépend de x et de z, c'est la pression à l'infini qui est, là, c'est homogène, plus kBt c infini de x exponentielle moins bêta U de x, U de z, pardon, moins 1. Et maintenant, si vous faites le bilan de force suivant x, c'est-à-dire que là j'ai des suivants z, vous réinjectez ça suivant x, ça c'est le potentiel d'interaction du sel avec la paroi. Ça ne dépend que de z, donc suivant x, il n'y en a pas. Donc il va me rester seulement d2vx sur dz2 est égal à dx de p, c'est-à-dire kBt dx de c infini de x exponentielle moins bêta U de z moins 1. Et en fait, si vous regardez, ça c'est exactement ce qu'on avait pour l'électroosmose, sauf qu'on a remplacé le champ électrique local par cette pression osmotique qui n'agit que dans la double couche, parce que si U est en dehors si vous regardez en dehors de la double couche, le potentiel est nul, et ça vaut 0. Donc ça, c'est vraiment une pression osmotique qui s'exerce dans la double couche. Donc le résultat de ça, c'est que, comme pour l'électroosmose, il suffit d'intégrer 2 fois cette quantité, vous allez avoir que la vitesse du fluide diffusion osmotique, c'est une longueur au carré. Donc cette longueur, elle est définie proprement en fonction du potentiel. C'est la portée du potentiel, en gros, ni plus ni moins, cette longueur. Et fois ça. En fait, l'interprétation de ça, c'est vraiment que ici, vous avez beaucoup de sel. Et donc, s'il y a beaucoup de sel, admettons que U soit attractif. À ce moment-là, s'il y a beaucoup de sel, il y a une force très forte qui attire le sel ici. Et s'il y a une force très forte qui attire le sel, il y a une force très forte qui attire le fluide en général. Ici, il y a moins de sel, donc la force est beaucoup moins forte. Et en gros, l'analogie que je donne à chaque fois, c'est comme un matelas gonflable. Si vous appuyez très fort d'un côté et peu de l'autre, vous créez un écoulement parallèle. Et donc ça induit un écoulement qui est de l'eau qui est parallèle au système. Et ça vient vraiment par une force osmotique qui n'agit que dans la double couche. C'est-à-dire que loin de la double couche, il n'y a pas de gradient de pression osmotique. Alors expérimentalement, on avait fait des expériences avec mes collègues de Lyon, et notamment Chuniopli, qui était en postdoc. Il y a plusieurs choses assez amusantes. C'est que, par exemple, pour du sel, il se trouve que lambda au carré, c'est la longueur de lambda au carré, si c'est la longueur de Debye. Et donc, quand vous avez dans l'expression là-bas que la vitesse diffusion osmotique, c'est lambda au carré grade de C infini, lambda au carré, c'est lui-même proportionnel à la concentration en sel. Et donc ça, c'est en grade de log de C infini. Et donc ça, c'est des expériences où il n'y a pas de membrane. Enfin, c'est un canal, mais il est très épais. Ici, c'est 100 nanomètres, je crois, ou 160 nanomètres. Et c'est vraiment des effets mesurés où on a la vitesse, le flux d'eau, et proportionnel au gradient de la concentration en sel, ici, comme ça. Ce qui est amusant, c'est que si vous mettez des polymères à la place, donc un gradient de polymère, en fait, les polymères sont le polymère a une taille typiquement donnée par son rayon de giration. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas s'approcher de la surface de moins du rayon de giration. Et dans ce cas-là, en fait, il y a une déplétion
du système, et la longueur lambda carré, entre guillemets, elle est négative. Parce que ce lambda carré, enfin, tel que je l'ai défini, c'est une mauvaise notation, c'est l'intégrale de dz exponentielle moins bêta u moins 1. Et si ça, c'est répulsif, à ce moment-là, ce système, ça devient négatif. Bon, c'est lambda carré, une mauvaise notation, mais c'est plus simple pour le... Et donc, dans ce cas-là, l'effet diffus osmotique change de sens. Et c'est effectivement ce qu'on mesure ici. Le flux est dans le sens contraire du gradient de concentration. Et c'est ce qu'on voit bien sur cette expérience-là. Alors, il y a plein d'expériences sur nanomoteurs, je vais en passer, des applications géologiques, parce que ces effets-là peuvent agir sur des très très grandes distances, parce que, évidemment, dans les systèmes géologiques, les roches se dissolvent, donc il y a des gradients de concentration énormes. Donc, cet article-là montrait ça. Je vais être rapidement sur ces aspects de mise en évidence. Un autre point qui est amusant, c'est la contrepartie de la diffusio-osmose qui s'applique à la surface, c'est la diffusio-phorèse, où, en gros, cette diffusio-osmose s'applique à la surface d'une particule qui, elle, peut bouger. Donc, tout à l'heure, c'est le fluide qui bouge par rapport au solide. Là, le fluide, il est fixe, donc c'est le solide qui bouge par rapport au fluide. Donc ça, on peut faire bouger des particules par gradient de salinité. Donc ça, on avait regardé ça avec Jérémy Palacci et Benjamin Bécassis, il y a quand même assez longtemps. Donc ça, vraiment, c'est des expériences où on fait bouger des colloïdes en faisant osciller des gradients de salinité dans le système. Et on peut jouer à plein de jeux là-dessus. Donc en tout cas, les colloïdes bougent sous les gradients de salinité. Alors, il y a un effet qui est inattendu, qui a été reporté par Howard Stone. C'est que ça, c'est un effet au nettoyage des tissus, en fait, donc à la lessive. Et en fait, c'est amusant parce que Patrick Warren, qui est un des deuxième auteurs, là, c'est un très bon physicien, mais il travaille chez Unilever. Donc, effectivement, il y a des questions de détergence. En fait, ils ont fait des expériences où, effectivement, ils se disent que si on met des particules au sein des fibres, la question, c'est d'enlever ces particules lorsqu'on fait de la lessive. Et donc, on peut faire des expériences où, en fait, là, au lieu d'avoir des fibres, ils ont mis des canaux fermés comme ça, et avec beaucoup de particules qui bouchaient dans le canal. Et ils ont fait, en gros, plusieurs expériences. Si en gros, ces systèmes-là, vous les lavez et les rincez à l'eau douce, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Si, ensuite, vous les lavez et vous les rincez avec du savon, donc le savon ici, c'est du SDS, c'est un surfactant, ok, ça nettoie, mais pas super. Donc il reste toujours du système. Mais par contre, si vous lavez et vous rincez à l'eau douce, en fait, là, ça nettoie vraiment. Et la raison, c'est cette diffusiophorèse. Parce que là, à un moment donné, le SDS, quand vous allez laver avec le SDF dans les anfractuosités ici des tissus, donc dans les fibres, il va y avoir un gradient de SDS quand je vais rincer. Donc pas de SDS, pas de savon, du savon ici. Et ça va induire une force, en tout cas un mouvement diffusiophorétique des colloïdes qui vont sortir de ces canaux en cul-de-sac. Et donc c'est une partie de l'efficacité du rinçage à l'eau claire. Ok, on peut faire l'autophorèse, je passe, que je pense que ça c'est beaucoup discuté dans le cours de Jean-François Joanny. Alors, juste dans les 10 minutes, je vais parler d'au moins une application au-delà de Venturi qui devient intéressante, c'est la question de diode osmotique. Alors, parce que, et une nouvelle fois, ça va vraiment prendre sa base sur ce que j'ai montré tout à l'heure. J'ai les équations de transport de façon générale, telles qu'on peut les décrire pour les systèmes ioniques, alors j'ai pas eu le temps de le faire lors du 4e cours, mais finalement c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure. C'est les équations de diffusion du sel et conservation et l'équation de Poisson, couplée à l'équation de Poisson. C'est ce qu'on appelle Poisson-Nernst-Planck, les équations de Poisson-Nernst-Planck. Maintenant, alors, il y a plusieurs choses à remarquer. Une première chose, c'est que en fait, ces équations, elles sont intrinsèquement non linéaires. Parce que si je prends le flux de soluté, qui est la somme du flux plus et du flux moins, et donc ça va me donner le D fois le gradient de la concentration totale, ce qui est ρ plus ρ moins. Et en fait, dans la force électromotrice, donc la densité
fois ça. Ça, c'est la partie convection liée au champ électrique. Mais cette partie convection, elle est elle-même liée au potentiel par l'équation de Poisson. Donc en fait, ce terme ici, il s'écrit sous la forme, donc j'ai epsilon laplacien de V fois gradient de V, ça c'est le gradient du champ électrique. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Et en fait, avec un moins, enfin, quand on le met, donc ici je vais mettre un plus, mais quand on met, donc ça fait qu'en fait il y a une contribution entre guillemets de la pression osmotique qui est liée au champ électrique. Donc en fait ces équations sont intrinsèquement non linéaires, donc c'est un petit peu bizarre. Tout à l'heure je vous ai parlé d'électroosmose, c'est complètement linéaire. Le vitesse du fluide est linéaire en champ. En fait c'est qu'il y a des géométries très particulières de cisaillement, comme pour l'électroosmose, où en fait on a un découplage complet entre ce qui se passe suivant X et ce qui se passe suivant Z. On arrive à découpler ces deux termes-là. Mais en général, ce terme-là est non linéaire, il est en gradient de champ carré, en gradient de potentiel au carré. Et donc, c'est la même chose pour le coefficient de transport, parce qu'on a la même force motrice, c'est aussi, en fait ça c'est une pression de Maxwell, c'est aussi des forces non linéaires. Donc en fait ça veut dire que dès qu'on va sortir des géométries basiques, dès qu'on va avoir une asymétrie, ces non-linéarités vont s'exprimer, et le transport va forcément être non-linéaire, et très fortement non-linéaire. Et ça se voit un petit peu mieux quand on se rend compte que ce que j'ai décrit, là, les équations PNP, c'est exactement le transport. Il y a une analogie parfaite avec le transport des électrons et des trous dans les systèmes de semi-conducteurs, et où la densité d'électrons, c'est la densité d'ions négatifs, densité d'ions positifs, c'est les densités de trous, et la charge de surface, c'est le dopage. Et le niveau de Fermi, c'est le potentiel de Donan que j'ai introduit précédemment. Et en fait, cette analogie, elle est parfaite jusqu'à un point, parce que dans les solides, évidemment, s'il y a une contrainte qui s'applique, le solide peut se déformer, c'est les effets piézoélectriques, mais ne s'écoule pas. Un fluide peut s'écouler sous les contraintes, c'est ça la différence avec les fluides. Et donc ça veut dire par exemple que si vous avez un système avec une charge de surface asymétrique, c'est comme si vous avez une jonction PN, parce qu'il y a un dopage différent droite-gauche. Et une jonction PN, on sait que ça donne une diode de Shockley. Et donc, je ne vais pas remontrer la diode de Shockley, il faut aller voir l'article de Shockley, ce n'est pas complètement trivial à remontrer. Mais ça, en système fluidique, ça a été documenté de façon exhaustive. C'est-à-dire que si vous prenez des systèmes asymétriques, donc ça par exemple c'est Karnik qui a montré le premier, un gradient de charge de surface, on a des diodes parfaits, ça c'est courant voltage. Des systèmes asymétriques ici, en forme de cône, qui ont montré ça. On avait aussi fait ça au laboratoire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les systèmes fluidiques, le point clé, le coefficient clé, c'est le nombre de Dukine, une nouvelle fois. Vous avez une diode à chaque fois que vous avez un gradient du nombre de Dukine, c'est-à-dire que soit un gradient de charge de surface, un gradient de densité des deux côtés, ou un gradient de géométrie, c'est-à-dire par exemple un cône versus un truc plat. Donc ça, c'est la spécificité des systèmes ioniques. Et donc, pour l'osmose, vous pouvez aussi avoir des diodes. Et donc, et ici, comme le disait Debaille tout à l'heure, tout est électrique. Ici, j'ai des systèmes ioniques. Donc la force qui s'exerce sur les systèmes ioniques, c'est cette force-là. Et en fait, la pression osmotique, ce que je vais appeler pression osmotique, c'est l'intégrale de cette force. Je fais exactement le même raisonnement que j'ai tout à l'heure. Et si j'intègre ici sur ce système-là, la pression osmotique apparente du système, ça sera la pression de Van 't Hoff plus le flux d'ions. Et évidemment, comme le flux d'ions, je vous ai montré les courants électriques, mais les flux d'ions, c'est la même chose. Le courant électrique est rectifié dans un système asymétrique. De la même façon, on peut montrer que le flux d'ions est rectifié. Et en fait, vous avez une grosse formule. Vous pouvez, si ça vous intéresse, j'avais tout calculé là, il y a un certain temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une pression osmotique qui est rectifiée de plusieurs façons, soit par les différences de concentration, soit par les différences de voltage entre les deux. Donc une sorte de diode de Shockley, mais pour l'osmose. Donc ça, c'est les calculs, c'est des simulations numériques dynamiques moléculaires qui permettent de confirmer cet aspect. Et donc
Ça, j'y reviendrai notamment dans le cours la semaine prochaine, parce que ça, c'est vraiment des effets, vous allez voir qu'on voit à grande échelle, et qui sont vraiment extrêmement intéressants pour faire du dessalement, en fait. Et on peut utiliser ces diodes osmotiques pour faire du dessalement. Après, il y a des démonstrations dans la littérature qu'on peut trouver. Par exemple, vous voyez ici, c'est des articles d'une dizaine d'années qui montrent la rectification de la perméabilité, ils appellent ça la rectification de la perméabilité à l'eau dans des systèmes, dans certains canaux, avec des rectifications de perméabilité qui ont un facteur jusqu'à 20. Et ça, quand vous y pensez, les rectifications de perméabilité, c'est impossible, parce que l'hydrodynamique, elle est réversible par renversement du temps. Donc si vous avez un canal asymétrique, que vous regardez la perméabilité dans un sens, la perméabilité dans l'autre sens, c'est la même chose. Sauf que la seule différence ici, c'est que en fait, la force motrice, c'est à chaque fois des pressions osmotiques, c'est des différences de concentration. Donc en fait, ce qu'il voit ici, c'est la rectification de la pression osmotique, comme je l'ai décrite juste avant. Là, c'est un autre exemple, comme ça. Bon, donc ça, c'est ce que je vous montrerai la prochaine fois. Ok, je pense que là, juste pour finir, parce que là-dessus, dans les 5 minutes qui restent, dans le cours 3, j'ai parlé des fluctuations et je vous avais dit, il y a ce problème bizarre on peut imaginer un pore maintenant qui s'ouvre et qui se ferme. Et vous voyez que dans ce pore qui s'ouvre et qui se ferme, ici, on voit toute la difficulté. C'est-à-dire que quand le pore est ouvert, j'ai la loi de Fick, la pression osmotique est 0. Quand le pore est fermé, le flux est nul, j'ai la pression osmotique. Donc des variations de quelques angstroms d'une taille de pore, ça peut faire des variations de pression osmotique de 50 bars. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand le système oscille? Donc j'avais été rapide pour expliquer comment ça se passait. En fait, tout est décrit dans cette relation-là. Puisque maintenant, ce qu'on a décrit dans le cours 3, c'est notamment pour ce système sous forçage, c'est comment le flux traversait un système qui s'ouvrait et qui se fermait. Donc ça, le flux maintenant dépend de oméga. Et ça, on peut l'estimer, c'est ça que j'avais estimé la dernière fois. Et donc de ça, vous allez déduire tout de suite comment la pression osmotique elle-même dépend de oméga. Et donc ça, c'est par exemple, donc le flux, ça on peut le calculer explicitement, par exemple, c'est ce que j'avais fait avec le modèle de Zwanzig. Et on a une pression osmotique maintenant qui est dynamique, qui dépend de la fréquence. Donc ça c'est clairement des effets au-delà de Van 't Hoff, puisque on sort de cette idée d'une membrane semi-perméable. C'est une membrane partiellement, enfin temporellement semi-perméable. Et le dernier point que je dirais là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que ça fait un lien avec un phénomène qui s'appelle la résonance stochastique, qui est un phénomène qui a été beaucoup étudié dans les années 90-2000, qui était introduit notamment par Peter Engi, et qui est assez subtil et qui dit que quand un système qui doit passer une barrière, et si la barrière commence à fluctuer ou si on commence à induire un forçage périodique, à ce moment-là, donc on a à la fois un forçage et le bruit, et en fait, il se trouve que pour certains bruits, le flux est maximum. C'est-à-dire qu'on peut accélérer, le fait qu'il y ait du bruit augmente le taux de passage à l'intérieur. Et ça veut dire, ça agit directement sur le flux ici, dans cette expression. Donc ça veut dire que par ces phénomènes de résonance stochastique, on peut avoir un impact sur la pression osmotique. Donc ça, c'est notamment ce qu'on avait regardé avec Sophie Marbach et Nikita Kavokin, où on a pris justement une barrière, maintenant une membrane, dont la barrière fluctue en fonction du temps. Donc c'est une sorte de revisite de l'exemple précédent, mais ici avec une barrière dépendant du temps. Et vous pouvez en déduire des pressions osmotiques qui ont des drôles de tête en fonction de la fréquence, des maximums, des minimums. Donc il y a vraiment ces sortes de résonance, ça vient vraiment de l'équivalent entre guillemets de la résonance stochastique. Ok, donc je vais m'arrêter là. Donc l'osmose, ce que j'ai essayé de montrer, donc, déjà ce cours-là, c'est un peu la base pour les deux cours qui vont suivre, où je parlerai plus d'applications, en fait, de phénomènes d'osmose. Et ce que j'essaie de montrer, pour moi, l'osmose, c'est un phénomène complètement évident et à la fois très subtil dans ses conséquences. Donc c'est ce que j'essaie de vous retrouver, que cette vision mécanique, elle permet de clarifier pas mal de choses, finalement, parce qu'elle donne une interprétation à c'est quoi la force qui s'exerce sur le fluide, et ça permet d'éviter de dire des bêtises, parfois, si on réfléchit purement... voilà. Et voilà, donc ça sera la semaine prochaine, les nouveaux matériaux et filtration non conventionnelle.
Et pour finir, donc, on va s'arrêter là et on va faire une pause de 10 minutes. Et dans 10 minutes, on aura le séminaire de Pascal Launois, que je réintroduirai juste après. Mais je suis vraiment très heureux d'avoir Pascal qui nous présente ses travaux. Pascal a beaucoup travaillé sur les fluides confinés, les nanotubes d'imogolite. Enfin, elle va vous parler d'un petit peu de tout ça. Et aussi sous un angle plus, entre guillemets, grands instruments aussi. Donc, des expériences qu'elle appelle macroscopiques, parce que finalement, on adresse des quantités macroscopiques. Et c'est important, en fait, dans ces domaines-là, du transport des fluides ou propriété des fluides de nano-échelle, ces outils-là ont apporté énormément de vision, et je pense que c'était important d'avoir cette vision différente de celle que j'ai présentée dans mes cours. Donc voilà, donc on va entendre Pascal d'ici 10 minutes. Merci beaucoup.